Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des mercredis de l'Anthropocène. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de zone critique et avec Bérénice Gagne, avec qui on co-animera ce débat. Bonjour d'ailleurs Bérénice. Bonjour Florian. Nous avons décidé d'aborder ce concept en décalant un peu notre regard, ou plutôt en faisant un grand écart entre expérience artistique et planétologie, entre le sensible et l'espace. Car pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Tholot, planétologue au laboratoire de géologie de l'ENS Lyon, et que l'on connaît bien. Patrick Tholot fait des grands yeux, je me suis trompé, c'est pas l'ENS. Si, c'est ça. C'est ça. Et on vous connaît bien, Patrick Tholot, car vous avez animé l'excellent cours public intitulé Anthropocène et habitabilité à travers le prisme de la planétologie, qui est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube. Bonjour Patrick Tholot. Bonjour. Je me suis trompé dans votre présentation, non? C'était bon? Non, c'est tout à fait ça. C'était tout à fait ça. Bon, alors, c'est parfait. Et on a également avec nous Jean-Pierre Sévos, qui est artiste, metteur en scène, musicien, fondateur de S Composition et ancien compagnon de travail de Bruno Latour. Bonjour Jean-Pierre Sévos. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous sur Radio Anthropocène pour cette émission que nous avons décidé d'intituler Zone critique, une exploration de territoires inconnus. Alors je précise que Jean-Pierre Sévos est à distance, il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous en studio. Pour commencer cet entretien, nous voulions revenir avec vous sur l'idée de forçage des limites planétaires. Il y a quelques jours, les scientifiques à l'origine du concept des limites planétaires ont publié dans la revue Nature une nouvelle étude qui vise à déterminer les moyens de maintenir la stabilité du système planétaire tout en minimisant les dommages significatifs pour toutes les espèces, dont l'espèce humaine, dans un cadre de justice. Résultat, 7 des 8 limites sûres et justes du système terrestre mondial ont déjà été franchies. L'Anthropocène s'apparente à une ère des conséquences, dans laquelle les activités humaines, ou d'une partie privilégiée des humains, menacent directement les conditions d'habitabilité de la zone critique. Car dans zone critique, il y a critique, comme semble l'être le moment actuel. On pense évidemment aux feux de forêt qui ravagent le Canada, dont on vient de parler, à la sécheresse massive qui touche le sud de l'Europe, aux canicules en Asie ou encore à la fonte de la banquise qui s'accélère avec l'adieu à la glace d'été en Arctique d'ici 2030. Est-ce que notre situation, celle de l'humanité, est critique? Patrick Tholot peut-être. Alors ça, c'est la question à 1 million d'euros. Hein. La situation est critique, tout dépend d'ailleurs ce qu'on met derrière ce mot critique. Moi, je dois avouer que je suis assez terre à terre là-dessus. J'ai une approche, on va dire, quantitative, chiffrée, froide, bien qu'on soit en plein réchauffement climatique. Et l'humanité, c'est pas pour moi un objet d'étude, bien sûr, puisque pour moi l'objet d'étude c'est la Terre, et la Terre est pas forcément non plus un objet d'étude parce qu'elle est habitée, mais simplement parce que c'est une planète, donc il y a des processus géologiques qui nous dépassent, qui ont des échelles de temps extrêmement longues, qui jouent sur des échelles d'espace extrêmement longues. La disparition, par exemple, de la glace de mer en Arctique en été, c'est quelque chose, autant qu'on est, je pense que personne ne l'a jamais vu, personnellement. Donc c'est des choses qui à la fois paraissent très lointaines, spatialement, qui sont lointaines dans le temps aussi. La perspective qui nous impacte, là, on est à quelques années, ça commence à faire quand même très court, hein. Mais c'est souvent de la décennie quand on parle de dérive climatique. Donc moi, ce qui me perturbe surtout, c'est le télescopage actuel entre les échelles de temps de nos sciences planétaires, qui sont très longues, et l'échelle humaine. D'habitude, ces choses-là sont séparées. Je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer à mes étudiants en quoi c'est... Faire ces sauts d'échelle, c'est essentiel pour arriver à comprendre ce qui se passe sur Terre, dans les processus géologiques. Et là, en fait, on est une telle force d'action, l'humanité, j'entends. Donc évidemment, pas toute l'humanité, mais l'humanité qui a beaucoup d'impact, l'humanité qui développe des activités industrielles à grande échelle. On a une force d'action qui dépasse celle des forces géologiques. C'est au moins du même ordre de grandeur sur un certain nombre d'aspects. Et avec une vitesse que la géologie n'arrive pas à faire. Et une vitesse qui nous impacte directement dans le temps d'une génération. Donc en cela, c'est clairement critique. C'est parce que c'est nouveau.
C'est nouveau pour l'humanité, c'est pas forcément nouveau pour la planète. Il y a déjà eu des choses dans l'histoire extrêmement longue de la géologie qui ont pu aller très vite et qui ont fait beaucoup de mal d'ailleurs aux espèces vivantes, entre autres. Mais pour nous, c'est vraiment critique, oui. Et de votre côté, Jean-Pierre Sévos, peut-être avec votre regard plutôt artistique, comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous percevez cette situation qui est donc critique potentiellement pour l'humanité ? Alors, disons que je perçois comme beaucoup de personnes aujourd'hui quelque chose d'extrêmement critique par tout un ensemble de nouvelles, de choses qui se produisent et de l'impact de l'activité humaine, de ce qui produit en fait ce que Bruno Latour appelait le nouveau régime climatique, c'est-à-dire une crise en fait qui est complètement inédite, qui est à la fois écologique, climatique et aussi du coup sociale, économique, démocratique, etc. Mais en fait, finalement, ce qui me semble important là-dedans, et la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis engagé dans ce travail de composition musicale sur la question de la zone critique, c'est de l'importance en fait de changer de représentation du monde. Et en fait, moi, c'est ce qui m'avait frappé enfin, en tout cas, j'avais été assez marqué par ces propos de Bruno qui faisaient le parallèle entre l'époque où il y a de ce premier changement de paradigme, c'est-à-dire de représentation du monde à l'époque de Copernic et de Galilée, où on passe d'une Terre qui est au centre de l'univers et tout d'un coup elle se met à tourner autour du Soleil. Il y a un vrai changement de représentation, et aujourd'hui le fait que en fait il serait nécessaire que nous soyons, on va dire, nombreux à prendre très vite conscience qu'en fait notre monde n'est pas ce grand globe dans un univers infini. Du coup l'époque de Copernic et Galilée, c'était aussi l'époque des grandes découvertes, mais au contraire qu'il faut faire l'expérience de cette finitude, que notre monde c'est une mince pellicule juste à la surface de la Terre, cette fameuse zone critique, c'est qui est à la fois quel terme que les scientifiques ont choisi pour appeler ce qui est en fait notre monde, et donc qui est aussi un terme assez politique en quelque sorte, mais donc de prendre conscience que c'est là que nous habitons, et que ce serait important de le réaliser pour en fait être capable aussi de pouvoir s'émerveiller de tout un ensemble de fonctionnements, de cycles enchâssés, emboîtés, etc. Et en même temps pouvoir en prendre soin. Mais pour ça, il faut aussi réaliser vraiment faire ce shift entre un grand globe, où là effectivement il peut y avoir une activité humaine, c'est pas grave, il va résister, et puis cette fine pellicule fragile, interconnectée, etc. Qui est dans laquelle nous sommes complètement interdépendants. Et alors, est-ce que vous pouvez vous avez déjà commencé un petit peu à définir ce concept qui est la zone critique, mais est-ce que vous pouvez nous en faire une petite généalogie peut-être avant que Bruno Latour s'en empare complètement ? Alors, moi, je peux pas vous faire la généalogie du terme zone critique. Je sais qu'il est inventé que des scientifiques au début des années 2000, donc naît ce concept, et qu'il y a une décision en fait d'appeler ainsi cette fine pellicule à la surface de la Terre. Mais je suis pas le mieux placé pour faire cette généalogie. Après, je travaille donc de façon très régulière depuis maintenant presque 3 ans avec Jérôme Gaillardet, qui est géochimiste, qui est enseignant-chercheur à l'Institut de physique du globe à Paris, et qui est aussi le coordinateur du réseau des observatoires de la zone critique. Et avec lequel du coup ce sont aussi beaucoup les échanges avec lui qui ont nourri du coup le travail artistique autour de la zone critique et la composition musicale. Patrick Tholot, est-ce que vous pouvez... Pardon, ce que je peux dire ? Oui. Pardon. Oui, Jean-Pierre Sévos. Non, mais brièvement, mais par contre, ce que je pense ce qui me paraît aussi important de dire, mais Patrick Tholot, vous allez sans doute l'évoquer aussi, c'est le fait que ce qui est particulier dans l'étude de la zone critique, c'est le fait que cette étude se fait du coup par des instruments de captation de données, de tout un ensemble de choses, mais qu'en fait c'est la zone critique est étudiée de façon interdisciplinaire. Et non pas vraiment par des spécialités en silo, ce qui amène du coup à ce que ces travaux, en fait, de ce que je comprends, soient vraiment très féconds. Merci. Oui, Patrick Tholot, est-ce que vous voulez revenir sur une définition peut-être de la zone critique ?
Je peux pas en dire beaucoup plus non plus parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas mon domaine, la zone critique. J'en ai la même perception, c'est-à-dire qu'autour des années 2000, des scientifiques ont réalisé qu'il fallait faire émerger une étude de cette fine pellicule, cette interface. C'est ce terme qui est le plus souvent utilisé dans les communautés, je pense, des sciences de la Terre et du vivant d'ailleurs. Cette interface entre la Terre solide sur laquelle on marche et la Terre fluide, avec les eaux qui coulent dessus et à l'intérieur dans les nappes souterraines et l'atmosphère au-dessus. Et le vivant, c'est cette fine pellicule vivante qui constitue le sol, qui le rend capable de produire ce qu'on va manger dessus ensuite. Et on a réalisé en fait qu'on travaillait soit dans les enveloppes fluides au-dessus, soit dans les enveloppes solides en dessous, et qu'on n'étudiait plus cette interface. Parce qu'évidemment, comme c'est une interface qui met en contact, en jeu des choses qui sont très diverses, c'est extrêmement complexe. Donc l'aborder, au premier abord, on n'y comprend rien. On voit que c'est compliqué, donc ça effraie un petit peu. Et donc les réponses viennent pas automatiquement. Et il faut développer avant tout, les scientifiques, ils aiment bien discuter à partir de données, il faut développer des instruments de mesure. Et l'équipe de Jérôme Gaillardet, et en fait tout le groupe, disons nationalement en France, où tous les gens qui tournent autour du concept de zone critique sont passés les 2 dernières décennies à développer des instruments de mesure de choses qui habituellement n'étaient pas vraiment mesurées. Et du coup, à défaut d'être un spécialiste, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la façon dont votre travail peut nourrir la compréhension de ce qu'est la zone critique. Mais je voudrais déjà qu'on reprenne un petit peu l'exemple que l'on a actuellement de la banquise et du réchauffement des océans. Les climatologues expliquent que la situation est si radicale cette année que l'on entre dans un territoire qui est inconnu. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Nous ne connaissons pas non plus ce vers quoi cette situation nous amène. Et donc, comment est-ce que Jean-Pierre Sévos, une approche par le sensible, nous permet peut-être davantage d'appréhender ce que l'on appelle ce nouveau régime climatique? Alors là, il y a pour moi 2 volets en fait dans votre question. Dites-nous. Le fait que, oui, du coup, mon travail aujourd'hui, mon activité principale, c'est de faire des projets qui sont à la fois des projets artistiques, scientifiques et politiques, et en fait qui visent, oui, du coup, à travailler avec les habitants d'un territoire dans différentes circonstances, à faire des projets et aussi à faire essaimer des démarches, dont la démarche Où atterrir, du livre de Bruno Latour et ce projet pilote que nous avons mené avec lui pendant un an et demi. Donc là, disons qu'on développe tout un ensemble de projets qui essayent de travailler la question du changement climatique pour faire oui, de différentes manières avec des habitants et à la fois de créer des éléments de perception, de compréhension, de métabolisation, on va dire, aurait dit Bruno Latour, et de retrouver aussi individuellement et collectivement de la capacité d'agir autour de ça. Donc ça, c'est un aspect du travail. Et puis le second aspect, celui par lequel nous rentrons aujourd'hui, c'est la question de la zone critique et donc de comment se rendre sensible en fait à cette fine pellicule, à ce qui est notre monde, avec la particularité que non seulement c'est là où on habite avec le reste du vivant et pas au-dessus ou en dessous où il n'y a pas de vivant ou extrêmement peu, et le fait qu'on soit coproducteur avec d'autres de nos propres conditions d'habitabilité. Oui, du coup avec des bactéries, avec tout un ensemble de vivants. Et donc là, pour moi, il y a un travail musical en fait qui est venu du fait d'échanges avec Jérôme Gaillardet, du fait que c'est quelqu'un de très mélomane et il utilisait beaucoup de métaphores, par exemple la question de l'altération, justement dont il la rapprochait de la question de l'altération en musique. Oui, du coup l'altération d'une roche. Et puis quand on met un dièse ou un bémol à une note de musique, elle est altérée. Donc des choses comme ça en fait m'ont amené à l'idée que peut-être un cycle, différentes compositions musicales pourraient rendre compte, peut-être rendre sensible, rendre perceptible, en fait, des modes de composition de la zone critique. Voilà, je m'arrête là, j'étais un peu long, pardon. Non, il n'y a pas de souci, au contraire. Ouais. Au contraire, on est là pour échanger, pour discuter. De votre côté, Patrick Tolo, comment est-ce que des approches plus sensibles, donc moins portées sur les chiffres, comme vous nous le disiez au début, peuvent potentiellement nourrir vos approches et nourrir les approches académiques et universitaires ? Alors, je dois vous avouer que c'est une question que je me pose assez rarement.
Et nous, on vous la pose. Mais elle est extrêmement intéressante, en effet, parce que, en fait, ce qui nous arrive, il y a un grand écart entre ce qui se passe et ce qu'on ressent nous. Ça vient, entre autres, de ces histoires d'échelle de temps. On est des animaux, au départ, qui réagissent assez bêtement à... Vous savez, il y a la hiérarchie des besoins. Je ne sais pas si vous connaissez ces concepts. D'abord, il faut qu'on soit en sécurité, donc on ne soit pas menacé dans notre corps, quoi, par des atteintes physiques. Et puis ensuite, il faut qu'on ait à manger, simplement. Hein. Donc, on s'en rend pas compte, on essaye de s'auto-persuader de façon plus ou moins consciente ou inconsciente qu'on s'est détaché de ces contraintes-là, mais avant tout, c'est des choses immédiates qui impactent notre ressenti. C'est est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on a froid, est-ce qu'on est protégé des agressions extérieures. Et c'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on peut un petit peu se poser et regarder des choses à plus grande échelle de temps. Qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine? Donc j'ai un agenda pour tenir mes rendez-vous. Qu'est-ce qui va m'arriver le mois prochain? L'anniversaire du petit. Qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine? Peut-être un changement dans mon métier ou ailleurs. Et puis en fait, on arrive à des échelles de temps qu'on considère assez rarement, en fait. Et les dérives actuelles climatiques et les dérives sur l'habitabilité de la zone critique, oui ou non, sont des choses qu'on n'arrive pas à saisir. Ça se voit pas, ça se renifle pas, ça se touche pas. Et il faut trouver des façons de rendre ça accessible à nos sens. Ça, je suis assez persuadé qu'il faut passer par là à un moment donné pour que les gens qui n'ont pas une analyse chiffrée, rationnelle, qui prend des années à être construite pour être bien comprise, puissent rentrer un petit peu sur ces problématiques et les prendre pour décider d'en faire quelque chose. Hein. Jean-Pierre Sévos, vous voulez rebondir? Je rebondirais bien là-dessus, Patrick. Donc ça, c'était... Alors, je vais parler souvent de Bruno Latour, mais c'est vrai que ces 10 dernières années, on a énormément travaillé avec lui. Voilà, et donc on était... Voilà, on va dire très très proche de tout l'ensemble de choses travaillées par lui. Donc pour lui, la question des arts, en fait, était vraiment extrêmement importante pour arriver justement à se rendre sensible. C'est-à-dire comment se fait-il que il y a cette sorte de crise de la sensibilité dont parle Baptiste Morisot dans son introduction à Manière d'être vivant. Et là, peut-être que les arts, justement, en se déplaçant, en se décalant, peuvent arriver à nous rendre sensibles autrement. En fait, j'avais envie de rebondir sur un exemple notamment. C'est le fait que moi, j'ai pu avoir des discussions avec mon frère. Oui, du coup, on aime beaucoup discuter ensemble, on s'apprécie beaucoup et on peut avoir des discussions tard dans la nuit. Et que, en fait, jusqu'à 2015, pendant beaucoup d'années, j'essayais de le rendre sensible ou de le convaincre à des questions, on va dire, d'écologie pour faire court. Et puis, un jour, il est venu à un spectacle, à une création qu'on avait faite avec des habitants, dans laquelle d'ailleurs il y avait Bruno Latour, il y avait Gilles Clément aussi. Ça s'appelait Le Monde et nous, en amont de la COP21 en 2015. Et il s'est produit quelque chose à un moment, je ne sais pas exactement quoi, qui a vraiment produit ce shift et qui a fait que la nature de nos discussions a complètement changé et que lui-même, mon frère Eric, m'a avoué après avoir ressenti ça et avoir complètement perçu les choses autrement. Et après, ça fait une bascule qui a beaucoup changé nos discussions et voilà, très fructueuses aujourd'hui. Et Jean-Pierre Sévos, d'ailleurs, Bruno Latour avec Peter Weibel a dirigé une exposition au Centre d'art et des médias de Karlsruhe entre 2020 et 2022 qui s'appelait justement Critical Zones. Tout à fait. Où l'objectif était de cartographier la nouvelle terre que nous habitons et partageons. Il s'agissait de rendre sensible la diversité d'interactions entre les différentes formes de vie qui habitent la zone critique. Donc c'est vrai qu'on a cette approche par la musique, qu'on a cette approche par le théâtre, mais un autre médium qui est l'exposition et qui était aussi mise en avant par Bruno Latour. Oui, Bruno a fait 4 expositions en fait au ZKM de Karlsruhe et Critical Zone c'était la dernière. Donc oui, il a aussi participé à l'écriture et monté un projet de création théâtrale qui s'appelait Gaia Global Circus. Il a
Bon, il a lui-même été acteur dans des conférences spectacles avec Frédéric Aït-Toiti, ce qu'on appelle la trilogie terrestre. Donc, il a vraiment essayé aussi à sa manière de travailler avec différents artistes, dans différents médiums là-dessus. Et oui, donc cette exposition, c'était du coup de faire appel à beaucoup d'artistes, plutôt des artistes visuels différents. Pour mettre en valeur, faire ressentir en fait certains aspects de ces zones critiques en fait, puisque l'exposition est au pluriel. Jean-Pierre Sévos, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que nous venons d'entendre ? Oui, alors attendez juste une petite seconde. Est-ce que c'est bon, Jean-Pierre Sévos ? Oui, pardon, excusez-moi, en fait, je suis à distance et j'essayais de recharger un peu ma batterie de téléphone sur mon ordinateur. J'entends, pour ma part, je n'arrivais pas à entendre très bien, mais il m'a semblé reconnaître une pièce qui s'appelle Biosphère, c'est bien ça ? Tout à fait, c'était Biosphère. D'accord. Oui, alors Biosphère, en fait, c'est cette pièce. Elle est une sorte de. Enfin, elle évoque cette question de la confrontation, oui, du coup, entre l'énergie du soleil qui génère ensuite la photosynthèse, etc., qui active le cycle de l'eau, et l'énergie de l'intérieur de la Terre, l'énergie géologique, la tectonique des plaques, etc., qui crée les montagnes et le relief, et de la confrontation de ces deux énergies de Hélios et Hadès. C'est Jérôme Gaillardet qui utilise cette métaphore de Hélios et Hadès, et lui-même dit que cette confrontation de ces deux sources d'immense énergie naît une zone limite, une interface instable et en permanente transformation, une zone de résidence dans le mouvement de la matière. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire, évidemment à ma manière, dans cette pièce, c'est-à-dire du coup on a une sorte de couche grave assez active, assez profonde, et puis une énergie plus à la fois intense et en même temps qui se traduit dans les aigus de la viole de gambe, et puis à l'intérieur des deux quelque chose d'extrêmement mouvant, d'extrêmement d'actif,
intense, instable, avec notamment différentes matières musicales, l'orgue, etc. Et puis un solo de dulcian alto, un instrument ancien, où la consigne de jeu du coup pour le musicien était d'essayer d'avoir quelque chose d'assez imprévisible, d'assez organique dans le jeu instrumental. Ok, merci. Alors nous allons continuer notre exploration des territoires inconnus. Nous allons partir cette fois dans l'espace. L'Anthropocène se présente comme une menace pour les conditions d'habitabilité de la planète. Cette notion d'habitabilité est de plus en plus fréquemment mobilisée pour alerter sur l'impact de nos modes de vie consuméristes. Dans la recherche d'exoplanètes, on parle également de zones d'habitabilité. Patrick Tholot, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre cette zone d'habitabilité et la zone critique ? Alors ça part pas du tout du même esprit dans la composition des mots. La zone d'habitabilité est un concept qui est né chez les astrophysiciens, pour qui les données sur les planètes, jusqu'à il y a quand même assez peu de temps, se limitaient à... on n'est même pas sur des points lumineux dans le ciel. On est en deçà. C'est-à-dire qu'ils déduisent la présence de planètes autour d'autres étoiles, de variations de la lumière de l'étoile en question. Typiquement, c'est ça. On a difficilement, avec des incertitudes importantes, d'ordre de la valeur finalement, la masse et la taille d'une planète. Par contre, on sait assez bien, typiquement, la distance de la planète à l'étoile. Donc l'énergie solaire étant reçue de façon de moins en moins intense par une planète au fur et à mesure qu'elle va être loin de son étoile, eh bien, évidemment, elle est moins chaude. Et donc les astrophysiciens ont décidé d'appeler zone habitable la zone calculée pour une planète de propriété à définir. Typiquement, on peut prendre un truc comme la Terre, on peut prendre une boule noire, on peut faire des tas d'approximations. Ça change assez peu le résultat. Ce serait une distance à une étoile où une planète donnée verrait à sa surface, peut-être on pourrait appeler du coup à sa zone critique, une température moyenne comprise entre 0 et 100 degrés, la température à laquelle l'eau est liquide à la pression atmosphérique sur Terre. C'est arbitraire, mais ça permet de comparer les choses. Et du point de vue de l'astrophysique, ça place très très bien les ordres de grandeur. Donc ça permet de savoir si un petit point qui tourne autour d'une autre étoile a des chances d'être habitable au sens anthropique, j'ai envie de dire. Et justement, vous parlez de sens anthropique. Quand on cherche la vie ailleurs, quelle forme de vie on cherche ? Alors quand on cherche la vie ailleurs, alors c'est pas sur les exoplanètes, parce que là c'est totalement spéculatif. Ouais. Si on veut espérer avoir un petit peu d'informations, on est confiné à notre système solaire. Donc déjà on va pas chercher très très loin. C'est comme si on était confiné à la banlieue de notre ville au lieu de pouvoir explorer le monde. Quelques kilomètres près. Voilà, je suis gentil. Donc la vie ailleurs, il faut avoir une petite idée des conditions. Typiquement c'est de pression et de température quand même. L'eau liquide et l'alpha et l'oméga du vivant. Tout le vivant se passe en solution liquide finalement. Nous sommes tous constitués de 70% d'eau environ. Dès qu'on en manque un petit peu, ça se fait sentir assez sévèrement. Donc l'idée c'est de trouver de l'eau liquide. Alors on peut être à une certaine distance d'une étoile avec la température qui va bien, ou on peut être beaucoup plus loin. A priori, c'est de la glace. Par contre, l'énergie interne, tellurique, donc ça ferait écho au premier son plus grave, les lignes de basse de l'œuvre qu'on a entendue, cette énergie-là peut suffire, bien qu'elle soit en ordre de grandeur. C'est de l'ordre d'un millier de fois moindre que l'énergie solaire quand on regarde sur la Terre. Ce qui vient de l'intérieur de la Terre est beaucoup plus faible que ce qui arrive du Soleil. Mais ça peut être suffisant, coincé sous une banquise de glace, pour réchauffer une petite tranche d'eau dans laquelle on pourrait trouver des organismes extrêmement simples, des bactéries, des choses invisibles à l'œil nu. Pour être clair, il faut un microscope pour les voir. Alors, vous dites que nous sommes confinés au système planétaire qui est notre système solaire. Ça, c'est pour la science. Mais dans l'imaginaire, là, l'espace est illimité. Et j'ai le souvenir, quand j'étais petite, d'un épisode peut-être de la 4e dimension où on voyait un explorateur qui arrivait sur une nouvelle planète, qui faisait sa petite exploration, puis qui rentrait à son vaisseau en disant bon, j'ai rien trouvé, il n'y a rien. Et la deuxième partie de l'épisode, c'était les habitants et habitantes de cette planète qui parlaient. Et là, ils racontaient tout autre chose. Ils racontaient
un géant qui était venu, qui avait détruit en fait tout leur habitat, qui avait bousculé les gens. Et en fait, ces habitants et habitantes, c'était des courants d'air. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué parce que ça permet vraiment de décaler le regard. Et effectivement, quand on dit qu'on cherche la vie, j'ai l'impression qu'on a une perception, une représentation qui est totalement biaisée en fait de ce qu'est la vie, qui est très anthropocentrée finalement. Et que la science-fiction, l'imaginaire permet d'appréhender une autre forme de vie. Peut-être, Jean-Pierre Sévos, est-ce que cette approche par l'imaginaire participe également de ce que vous proposez? Alors, pas vraiment de ce que je propose moi-même ou avec les personnes avec qui je travaille sur ces questions, mais j'ai envie de dire qu'en fait tous les moyens sont nécessaires et utiles et que l'imaginaire est quand même à une grande puissance et que donc si on peut avoir, enfin oui là c'est tout le volet ce qu'on appelle les nouveaux récits, de quel récit nouveau a-t-on besoin, de quel imaginaire a-t-on besoin pour arriver justement à transformer suffisamment nos manières de penser et d'agir pour commencer à inverser la trajectoire, du coup à prendre soin de cette zone critique. Juste au passage, parce que parmi les gens qui nous écoutent, je sais pas, je me dis que peut-être c'est utile de se dire ça. Oui, il y a l'OEG Footprint qui utilise cette métaphore du nombre de planètes dont on a besoin avec notre mode de vie. Donc si on est américain ou australien, c'est l'équivalent d'à peu près 5 planètes. Et si on est français, c'est quand même voilà, notre mode de vie consomme à peu près 3 planètes et demie. Bien sûr, c'est une moyenne, mais je trouve intéressant cette métaphore parce que passer de 3,5 à 1, en fait, on comprend que là, c'est un changement vraiment profond de représentation du monde, de manière de penser, d'agir, etc. Voilà, ça va pas se faire avec des petits gestes. Et donc là, la question de la puissance de l'imaginaire, oui, c'est vraiment important. Et après, nous, de notre côté, voilà notre mode d'action, est d'essayer en fait d'avoir des représentations sensibles, en fait, de construire quelque part des mises en scène, des mises en scène sonores, visuelles, etc., aussi avec des personnes, qui s'appuient cette fois-ci non pas sur l'imaginaire, mais en fait sur une documentation, oui, quelque part sur un corpus scientifique assez documenté et qui permettent aussi du coup de revenir à des questions de compréhension de la vie, par exemple de pluralité des mondes, puisque vous parliez tout à l'heure de vision anthropique, justement d'imaginer qu'on travaille sur tout un ensemble de représentations du monde, la nôtre, mais aussi celle peut-être d'autres organismes. Ouais, du coup Emmanuel Ecochea dans La vie des plantes nous fait ressentir de façon assez incroyable dans l'écriture, voilà, tout un ensemble de choses sur la vie de ces autres êtres vivants, par exemple. Voilà, donc là, notre travail va plutôt être comment est-ce qu'on peut travailler sur cette pluralité des mondes, comment, en fait, on peut se rendre sensible pour arriver aussi à s'émerveiller, à prendre soin, oui, et à mieux comprendre, avoir plus envie, je dirais, de comprendre cette complexité du vivant incroyable. Patrick Tolo, pardon. Allez-y. Patrick Tolo, vous vouliez rebondir ? Oui, pardon. Bon, allez-y. Oui, pardon, excusez-moi. Tout ce qui a été évoqué a allumé plusieurs loupiotes dans ma tête. Je tenais quand même à repréciser que alors, l'imaginaire est important, mais l'imaginaire, alors on peut il y a plusieurs niveaux, hein. Il faut le solliciter pour ouvrir l'esprit à ce que j'appellerais la prospective, c'est-à-dire il faut que nos imaginaires soient libérés sur les possibilités futures, finalement. Si on doit changer nos modes de vie, nos modes d'être au monde, d'interagir avec lui, il faut vraiment qu'on élargisse énormément. Mais il faut en même temps rester conscient qu'il y a des règles physiques dans le monde. Depuis un peu plus d'un siècle, les sciences modernes ont mis en évidence un certain nombre de choses dont on ne peut pas s'échapper. Et c'est d'ailleurs ce qui crée un certain nombre de problèmes actuellement. Enfin, un certain nombre de problèmes sont liés à ces faits, quoi. La Terre est finie, c'est un fait, et on peut pas y échapper. Le vivant, typiquement, à base de courants d'air, de tout ce que l'on comprend de la physique fondamentale, de la chimie fondamentale,
fondamentale, où on sait beaucoup de choses, c'est pas possible. Donc c'est très intéressant parce que ça débloque un petit peu les imaginaires, ça décentre le point de vue, c'est très intéressant. Par contre, c'est pas possible, on le sait. Il y a eu ce que certains philosophes des sciences appellent des découvertes scientifiques négatives. On sait qu'il y a des choses, la science, sans être tout à fait certaine de ce qui existe positivement, sait ce qui n'est pas possible. Et se bercer d'illusions sur certains de ces éléments ne peut que nous mener dans le mur. Donc le fait par exemple que la Terre est finie, voilà, on ne va pas se rendre compte d'un seul coup qu'elle est infinie. C'est bien sûr c'est un exemple absurde. Et justement, moi ça me fait réagir, pardon. Mais pour continuer cette réflexion sur la fiction et sur les imaginaires, actuellement les grands récits de science-fiction nous font croire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut aller sur n'importe quelle planète, que la zone critique est étendue à l'entièreté de l'univers intergalactique. Et donc comment ça impacte en fait votre travail et dans les imaginaires populaires, comment est-ce que ça peut impacter aussi votre travail? Alors je sais pas si ça impacte mon travail, mais alors bon. Alors la perception alors de votre travail. Non mais oui, alors c'est ça, c'est un peu sur la perception, c'est-à-dire que c'est être astronome planétologue, c'est assez facile. Parmi les scientifiques, vous cherchez pas Dark Vador. Non, on cherche pas Dark Vador, mais en même temps c'est rapidement populaire. Parce qu'on fait appel à des choses qui font rêver les gens. Lever les yeux vers les étoiles, ça a encore quelque chose quand on voit encore les étoiles. Malheureusement en ville c'est extrêmement compliqué, mais c'est toujours quelque chose qui doit en appeler à quelque chose de profond en l'être humain qui fait que ça fait un petit peu rêver les gens, aller au-delà, découvrir quelque chose de nouveau, c'est toujours des choses qui font rêver les gens. C'est peut-être un petit peu plus difficile pour d'autres disciplines scientifiques. Les mathématiciens qui font de la topologie ont peut-être un peu plus de mal à faire passer ce qu'ils font, quoi. Donc c'est clair que nous on est un petit peu aidés là-dessus. Mais oui, ces imaginaires, ils sont toujours un petit peu abornés. Et en fait, dès qu'on regarde un peu dans le détail, alors sauf quelques cas un peu exceptionnels, le coup des êtres vivants courants d'air, c'est assez extrême. Je trouve ça très intéressant. Mais souvent, c'est très limité finalement, cet imaginaire. Il y a de nombreux épisodes de séries de science-fiction où au contraire, on va débarquer sur une planète, les gens, c'est des humains, ou au pire, c'est des humanoïdes, donc ils ont 2 yeux, 2 oreilles, ils sont bipèdes, ils font à peu près 1m70, ils parlent anglais. Il faut quand même réaliser que très souvent, les interactions qu'ils ont avec les gens qui les visitent, ce sont des interactions qu'on pourrait qualifier avec des termes tout à fait classiques. On va les trouver dans des problématiques de confrontation larvée, type guerre froide, on va les trouver dans des situations d'impérialisme, on va les trouver... C'est toujours très humain finalement. Je trouve que la science-fiction manque un petit peu d'imagination. Quand je parlais un petit peu des micro-organismes, qui peuvent être ce qu'on va éventuellement chercher sur d'autres planètes, c'est un monde qui est totalement inconnu à l'immense majorité des gens. Le monde des micro-organismes. Alors on a une crise Covid qui fait qu'on s'intéresse un petit peu plus à ce que c'est qu'un virus, mais les micro-organismes sont extrêmement diversifiés. Il y a des choses qui sont très proches de nous. Une simple levure de bière fait comme nous, elle respire du dioxygène, elle recrache du CO2, mais vous avez des micro-organismes capables de se nourrir de roches, qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Et là-dessus, je trouve qu'on va parfois voir l'imaginaire qui semble manquer d'imagination. Oui, c'est d'ailleurs le travail de Wilfried Nsondé qui a publié cette année un roman qui s'appelle Héliosphera, fille des abysses, et qui raconte l'histoire d'une rencontre entre entre un phytoplancton et un zooplancton, une rencontre amoureuse. Donc effectivement, c'est tout un imaginaire à explorer. Jean-Pierre Sévos, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce rôle des imaginaires populaires ? J'ai envie de réagir, oui, je veux bien. Il y a plusieurs choses là qui m'ont, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Alors, c'est drôle parce que je suis en train de lire de Héliosphera, fille des abysses, en fait, en ce moment. Nous avons accueilli Wilfried Nsondé en janvier dernier dans notre festival à l'école de l'Anthropocène. D'accord. Et en fait, moi, ça fait partie des auteurs que j'aurais envie de contacter, qu'on aurait envie de contacter pour une sorte d'opéra sur la pluralité des mondes. Oui, un petit peu dans l'esprit de ce que je disais juste avant, avec des gens comme Emmanuel Lecotia aussi, etc. Enfin, oui, du coup, d'arriver à pouvoir, regarder le monde d'un autre point de vue. Et j'avais
oui, donc deux réactions. Alors la première, ça me faisait drôle, Patrick, quand vous parlez là des micro-organismes. En fait, dans ce cycle musical Zone Critique, il y a une pièce qui est qui justement essaye de rendre un petit peu compte de tout un ensemble de micro-sons, et de tout un fonctionnement un peu complexe, du coup fait par les musiciens, mais pas que j'espère que l'on ne perçoit pas comme étant fait par des musiciens, pour arriver à nous faire percevoir cette question des micro-organismes et de leurs actions. Et voilà, je souris un tout petit peu à ça. Et l'autre chose quand même, c'est de revenir sur le fait que pour moi, c'est problématique aujourd'hui d'être tout le temps sur l'imaginaire de la conquête spatiale. En plus, la conquête avec toujours l'histoire de la domination, etc. Mais j'étais assez énervé il y a pas longtemps, irrité. Voilà, c'est plutôt le mot, du fait que mon fils, qui est en grande section de maternelle, l'année dernière, est revenu avec, ça y est, une nouvelle idole, Thomas Pesquet. Alors, ça n'a rien contre Thomas Pesquet, mais sur le fait que, alors là, formidable, super activé, la conquête spatiale, aller sur Mars, voilà. Et je me disais, mais est-ce que ça serait possible, en fait, qu'à l'école, on puisse avoir un autre imaginaire de l'émerveillement. Voilà, celui-ci marche très très bien avec les humains, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut arriver à en développer un autre sur tout ce qui est incroyable dans le sol, tout ce qui est incroyable dans l'activité multiple et complexe des vivants, etc. Mais de changer, oui, parce que en plus on n'ira pas tous sur Mars avec Elon Musk. Donc ça serait quand même pas mal de s'intéresser aussi un peu plus à ici, oui. Puis l'endroit où je suis en plus là, c'est drôle d'où je vous parle est assez intéressant pour parler de ça. Oui. Nous venons d'entendre Solastalgie, donc une composition de Jean-Pierre Sévos. Jean-Pierre, est-ce que vous souhaitez réagir et nous présenter ce morceau ? Je peux, bien sûr. Alors là, on est sur un autre registre par rapport à Biosphère ou à d'autres pièces du cycle musical qui sont beaucoup sur se rendre sensible à différentes choses qui se passent dans la zone critique, à des modes de composition, à des cycles, les cycles de l'eau, du phosphore, cycles géologiques, des cycles emboîtés, etc. Là, on est plus sur une question d'affect. Alors là encore, Bruno Latour, où il disait que en fait aujourd'hui c'était important de pouvoir nommer
des nouveaux affects. En fait, des affects qui sont là pour certains, qui existent, comme le concept, l'affect de solastalgie, et d'autres qu'on ne nomme pas forcément, mais tout ça contribue à nous équiper, vous voyez, du coup, à nous rendre sensibles en fait à cette question de la zone critique, hein, pour faire rapide. Et donc là, la solastalgie, le mot, je crois, a été forgé par Gwen Albrecht. Mais c'est une question oui, du coup, c'est quelque chose de très particulier à notre époque. C'est comme une sorte de mélange d'inquiétude, d'anxiété, de nostalgie, de quelque chose que l'on perd, d'un sol que l'on perd, solastalgie, oui, avec ce jeu de mots avec nostalgie, et voilà, et qu'on ne va pas retrouver. Donc, ça peut être un sol qui est détruit, des changements environnementaux, et quelque chose qui nous touche profondément et qui est pas très facile à exprimer. Voilà. Donc c'est cette question des affects qu'il y a dans le cycle musical Zone Critique. Voilà, plusieurs affects comme ça qui sont un peu spécifiques à notre époque et sur lesquels j'ai essayé de faire des pièces musicales. Et on a entendu effectivement ce lamento porté par la voix cristalline de Claire Le Filiâtre. Magnifique. Merci à elle. Ouais. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Pierre Sévos, de conquête spatiale et de tout cet imaginaire en fait conquérant. Et effectivement, l'exploration spatiale actuelle semble poursuivre l'entreprise coloniale des siècles précédents. Elle vise en effet à étendre l'écoumène, c'est-à-dire les espaces anthropisés, habités ou exploités par les humains, pour y exploiter des ressources. Cette tendance extractiviste se retrouve non seulement dans les sols et les roches terrestres, mais aussi au fond des océans et dans l'espace circumterrestre, donc sur la Lune et même sur les astéroïdes. Patrick Tholot, que pensez-vous de cette pulsion extractiviste dans l'exploration spatiale ? Je pense qu'elle n'a aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit de pertinent. On ne réalise pas, et en fait ça m'amène sur une réflexion que j'ai pas eu l'occasion de proposer. On ne réalise pas à quel point les choses que l'on réalise, que l'humanité réalise, sont complexes et dépendent d'une intrication de ressources, de consommation d'énergie, d'interaction entre des acteurs humains, bien sûr, qui vont faire que ce genre de choses, à mon avis, est voué à l'échec pour des raisons thermodynamiques, on va dire. Il faut trop d'énergie, il faut trop de dépenses de quoi que ce soit pour en tirer un bénéfice à la fin. Je vais essayer de m'expliquer un petit peu. Ça part d'une idée que j'ai que tous autant qu'on est, on n'a pas, ne serait-ce même que la capacité de raconter l'histoire d'une botte de carottes qu'on a achetée au supermarché quand on vit en ville. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas sur quoi ça a poussé. On ne sait pas les intrants qui ont été nécessaires. On ne sait pas l'activité des agriculteurs pour travailler le sol, pour apporter les intrants. On ne sait pas la quantité d'eau qui a été nécessaire. On ne sait pas comment ça a été récolté, comment ça a été transporté, conditionné. On ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, la logistique qui nous l'a amené en ville. On ne sait pas à quel point ce simple geste que de prendre une carotte dans le frigo et la croquer, qui nous permet de survivre, tout simplement, est conditionné par des contraintes matérielles et énergétiques qui ont façonné notre monde actuel, notre monde moderne. Et je prends l'exemple d'une carotte, mais ça pourrait être n'importe quoi. Les bâtiments dans lesquels on vit, les ordinateurs sur lesquels on travaille, les voitures qu'on utilise pour se déplacer, les vêtements dont on s'habille, tout, absolument tout. On n'a pas la moindre idée, la plupart des gens, sur l'origine des choses et les dépenses énergétiques et en ressources associées. C'est cette déconnexion totale que nos ancêtres, il y a seulement un siècle, n'avaient pas encore. Mes grands-parents me racontent avoir fait enfant les moissons avec le reste du village. Il y avait une seule batteuse qui passait. On savait très bien d'où venait le blé qu'on mangeait. Je ne dis pas que c'est un monde dans lequel il faut nécessairement retourner, mais on a été complètement déracinés et on se rend pas compte. On est parti dans une folie prédatrice et productrice. Alors, le terme de folie, bien sûr, je l'assume, je me le réserve. C'est un jugement, il n'y a pas de souci. Et aller projeter ça dans l'espace, ça me semble accélérer vers le mur. Et je pense qu'on ne pourra pas, parce qu'aller dans l'espace, c'est extrêmement compliqué. Ça demande une quantité d'énergie phénoménale, ne serait-ce que d'y aller. Et ramener des choses sur Terre, ça devrait demander le même type de développement supplémentaire que l'on ne fait pas actuellement, qu'on n'a pas fait. Donc je souhaite tout le bonheur du monde à Elon Musk, mais on n'ira pas sur Mars autrement qu'au maximum
J'ai peut-être une prospective un peu fermée au maximum ce que l'on fait dans une base comme Concordia en Antarctique. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe de gens qui iront faire des hivernages sur Mars. Ça peut être intéressant parce qu'on a des choses à étudier sur cette planète. Donc pour des scientifiques qui s'intéressent à la géologie martienne, à l'éventuelle biosphère martienne, si tant est qu'il en existe une, ce serait très intéressant d'avoir un pied-à-terre pour mener des recherches étendues. Mais déplacer l'humanité ailleurs que sur Terre, c'est tout bonnement impossible. Et du coup, est-ce qu'on peut penser cette volonté d'expansion extraterrestre donc comme un moyen justement de justifier un modèle économique qui est donc complètement injustifiable, et le même modèle économique qui est en passe de détruire nos conditions d'habitabilité, la Terre même et notre zone critique actuelle? Je pense que vous avez assez bien résumé la chose. C'est comme ça que moi je vois la chose. C'est un avis politique, mais comment dire, de mon côté, il est renseigné, on va dire, scientifiquement. Dès qu'on s'intéresse un petit peu aux contraintes sur les ressources minières, ne serait-ce que ça, des choses comme ce que l'on appelle la transition. Alors les transitions, on met tous les qualificatifs qu'on veut derrière, mais typiquement les transitions qui visent à continuer à consommer plus, à être plus prédateur de ce qu'il y a sur la zone critique, en dessous même, éventuellement au-dessus, au-delà dans l'espace, je vois pas vraiment à quoi ça peut aboutir. Là, c'est intéressant. Il va être vraiment nécessaire de se retourner sur nous-mêmes parce qu'il faut qu'on soit au clair avec les conditions d'existence du monde dans lequel on vit, nous on va dire occidentaux développés, et qu'on apprenne finalement à accepter autre chose, à être heureux de façon différente. Moi, je vois les choses comme ça. Mais là, vous ne parlez pas aux planétologues, vous parlez aux citoyens. On est là pour faire un mélange des genres, en quelque sorte. Jean-Pierre Sévos, est-ce que vous vouliez réagir ? Non, mais je suis très très en phase là avec ce que vient de dire Patrick sur les deux, aussi bien sur la botte de carottes. Voilà, je trouve que c'est tout à fait pertinent. On cite nous souvent l'exemple Geneviève Pruvot dans son livre Quotidien politique. Elle dit que certains groupes humains savent comment et par qui est fabriqué leur lit. Vous voyez, par exemple, tandis que pour d'autres, cette histoire est un point aveugle, un détail sans importance dont la généalogie s'expose brièvement sur une étiquette de quelques centimètres carrés. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que la modernité en fait a invisibilisé nos conditions de subsistance. En fait, il y a tout un ensemble de choses dont on se sert au quotidien, dont on ne sait pas comment c'est fait, par qui, dans quel pays, comment. Voilà, donc là, il y a ça, c'est vraiment un premier sujet qui me semble important. Et puis le second, oui, sur le second, un des autres là sur la question de cette histoire de domination, de conquête, d'extractivisme forcené, etc. Et là, vraiment, je me dis, mais puis là, c'est tout le sens de notre, en tout cas, nous, notre projet S-Composition avec d'autres partenaires là d'Université des Terrestres. Pardon, le terme est un peu ambitieux comme ça, mais l'idée c'est vraiment comment depuis l'école est-ce qu'on pourrait développer d'autres compétences, des compétences d'écoute, d'attention, d'écoute mutuelle, de coopération, etc., qui arrivent à nous éduquer suffisamment pour prendre soin et sortir en même temps de ces logiques de domination, etc. Aujourd'hui, il y a un travail important qui est fait sur la prise de conscience de différentes formes de domination. C'est super important, mais il y a encore un travail très profond, très subtil à faire et qui pourrait aussi commencer dès l'école. Qu'est-ce qu'on pourra apprendre ? Oui, du coup, à la maternelle, c'est assez chouette, et puis ensuite après quand même les questions de notes, du meilleur, de la compétition, etc. Est-ce qu'on pourrait développer tout un ensemble de choses qu'on pourrait appeler des compétences d'habitabilité, quoi, qui est quand même quelque chose d'assez indispensable pour pouvoir maintenir la vie sur Terre, enfin la nôtre en tout cas. Effectivement, avec votre compagnie S-Composition, vous proposez de développer des nouvelles compétences d'habitabilité. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous entendez par ces compétences d'habitabilité ? Oui, en tout cas, je vais essayer de le faire de façon assez synthétique, mais on pourrait se dire qu'il y a différents types de compétences. Donc, il peut y avoir des compétences sensibles, des compétences d'attention, de développer des attentions à toutes sortes de choses
du milieu dans lequel nous sommes, dans lequel on vit, et y compris documenté scientifiquement, hein, etc. Et des compétences d'expression et d'écoute aussi réciproques entre personnes, entre humains, et avec aussi des vivants non humains. Donc il y a tout un ensemble de compétences. On est plutôt sur des capacités à la fois sensibles et en même temps d'écoute, d'expression, etc. Il y a un volet, on pourrait parler d'un volet de compétences qui va aider à décrire des compétences d'autodescription et d'enquête. C'est-à-dire de quoi dépend la botte de carotte. Oui, du coup, et de quoi dépend cette botte de carotte là et cette autre là. Pour comprendre en fait le territoire dans lequel on vit, qui est pas seulement le territoire où on vit, mais le territoire dont on vit. C'est-à-dire, là, c'est tout le projet Où atterrir, hein, de comprendre en fait nos dépendances, jusqu'où s'étend en fait le territoire, voilà, dont on dépend, dont on vit aujourd'hui. Et puis, pardon. Non, mais allez-y, pardon. Oui. Non, il y a un troisième volet rapidement qui est, mais là je fais c'est un très synthétique. Hein, il y aurait plein d'autres choses. Oui, du coup, être capable de cartographier des controverses, supporter des questions de doute, etc. Mais il y a la dernière chose peut-être sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est capacité à composer un monde commun. Oui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut apprendre à composer ensemble. Alors finalement, je dis ça, je suis musicien, je suis compositeur, ça me parle d'une certaine manière, mais pas dans le modèle du compositeur, du coup tout seul qui écrit son œuvre, qu'il a fait jouer par d'autres, mais de comment est-ce qu'on arrive à s'accorder et à composer un monde commun, quoi, ensemble. Ça, c'est un gros chantier, mais il me paraît utile. Et du coup, donc nous sommes avec Patrick Tholot qui est planétologue, et pourtant le mot d'ordre latourien est d'atterrir. Et Patrick Tholot, justement, vous pointiez le fait qu'on soit déraciné, en tout cas que les humains occidentaux soient déracinés. Alors Jean-Pierre Sévos, moi je voulais vous poser un petit peu la question. Alors pourquoi atterrir et où atterrir ? Oui, alors Bruno disait, oui, atterrir, c'est être local, c'est être capable de s'adresser à ceux dont on dépend. Donc atterrir, oui, du coup, c'est avoir un sol, c'est retrouver un sol. Donc c'est effectivement ne plus être déraciné, ne plus être hors sol. C'est avoir un vrai sol sous ses pieds, mais du coup savoir c'est quoi ce sol. Donc c'est pas seulement. Donc c'est à la fois comprendre que c'est la zone critique, oui, c'est le sol de la zone critique, la mince pellicule là vraiment juste à la surface sur laquelle on pose les pieds, entre autres, et comment tout fonctionne à l'intérieur, mais c'est aussi de quoi on dépend. Donc c'est voilà, où atterrir, c'est prendre conscience de ce territoire. En choisissant, alors si je fais très très bref, en choisissant quelque chose auquel on est très très attaché, alors on appelle ça un concernement dans Où atterrir, et que l'on peut sentir menacé, et par l'enquête en fait qu'on va mener, c'est-à-dire de quoi ça dépend, qui soutient ça, quelles sont les entités qui soutiennent, quelles sont celles qui menacent, etc. En fait, on va progressivement faire apparaître tout un ensemble d'acteurs qui étaient complètement invisibles auparavant, et tout en rentrant dans quelque chose de plus complexe, en fait, on va pouvoir au contraire ne pas être écrasé ou être moins écrasé et impuissant qu'avant, mais pouvoir retrouver peut-être de nouveaux alliés, assembler de nouveaux collectifs, retrouver des capacités d'agir, et du coup que ces collectifs soient capables d'élaborer des doléances. Là, c'est vraiment le projet Où atterrir, complètement adressé à quelqu'un de précis dont on dépend et qu'on a pu identifier. Voilà, j'essaie de faire ça en rapide. Alors cet atterrissage forcé prend parfois des formes étranges. La science-fiction mobilise souvent la terraformation, cette façon de rendre habitable pour les humains un espace extraterrestre. Et certains entrepreneurs spatiaux parlent ainsi de terraformation de Mars. Avec la géo-ingénierie, cet ensemble de techniques de modification du climat et de l'environnement pour maintenir ou réparer les conditions d'habitabilité de la Terre, est-ce qu'on n'est pas dans une entreprise tautologique de terraformation de notre propre planète, Patrick Tholot ? Alors c'est pas de la terraformation, puisqu'on était sur la Terre déjà. On pourrait éventuellement imaginer de la vénusoformation. Vénus est une planète, l'atmosphère fait 90 fois celle de la Terre, et c'est entièrement du CO2. Il fait 500 degrés à la surface. Voilà, donc on se lance sur cette trajectoire. Pour ce qui est de terraformer les autres planètes, quand on voit, finalement on a un petit impact, c'est pas gigantesque, on parle de plus 1, plus 2 degrés pour l'instant à l'échelle globale. En degrés Kelvin, c'est 288 pour l'instant, hein, donc 289 ou le 288, c'est pas monstrueux. C'est la totalité des activités humaines depuis la révolution industrielle qui a généré le CO2 qui est à l'origine de ce degré supplémentaire. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur de ce qu'il faut faire.
Si vous voulez monter d'un degré ou arrêter de monter d'un degré, il faut y mettre la totalité de nos activités pendant un siècle. Je ne vois pas comment on peut échapper à ça. Pour moi, ça ne peut être qu'un marqueur d'une contrainte physique importante. Donc si on a cet impact-là, pour l'annuler, il faut tout simplement mettre la même énergie à annuler notre impact. Donc c'est pas possible. Il faut clairement changer nos façons de faire. Et on dit parfois en science que les révolutions scientifiques n'ont pas lieu quand une nouvelle découverte sort, pas parce que Copernic sort son système qu'il est accepté, c'est quand la génération de ceux qui utilisaient l'ancien disparaît et remplacé par les nouveaux. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ce que dit Jean-Pierre là, sur les compétences à développer me semble extrêmement intéressant. Il n'est pas impossible que c'est que quand des compétences auront été de vie en commun, de souci de l'intérêt général, de défense des communs, auront été vraiment acquises par les nouvelles générations, qu'on peut avoir un petit espoir que l'humanité retrouve un chemin durable. Eh bien, merci beaucoup Patrick Tholot, merci beaucoup Jean-Pierre Sévos pour cet entretien, ces mercredis de l'Anthropocène consacrés à la zone critique. On voulait aussi également vraiment remercier Jean-Pierre Sévos pour ce fond sonore de petits oiseaux en train de chanter pendant tout l'entretien, c'était magnifique. Ça nous a apaisés en même temps. C'est extrêmement agréable, c'est vrai. J'enverrai la photo. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup à vous. Très bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup Bérénice. Merci Florian, merci Patrick, merci Jean-Pierre. On remercie Thomas Balestrieri à la technique, on remercie toute l'équipe de Cité Anthropocène, l'école urbaine Université de Lyon, on remercie également la ville de Lyon pour son soutien. On peut retrouver toutes les émissions du jour sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt et bonne soirée sur Radio Anthropocène. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon.